Bonjour. Alors, je suis Vincent Israël Jost. Je suis chercheur en philosophie des sciences, en épistémologie à l'Espace Éthique Île-de-France. Je travaille aussi dans le l'ABEX Distalt, dont on a parlé hier. Et donc, je vous souhaite la bienvenue pour ce premier dialogue de la journée, un dialogue au cœur des pratiques, qui va nous permettre, à partir des échanges entre nos deux intervenants, qui sont Perrine Malzac et Christian Pradier, que je vais présenter dans un instant, de nous pencher sur un aspect parmi les plus frappants de la crise dans laquelle nous sommes depuis maintenant 1 an et demi, celui du contexte d'évolutivité rapide des connaissances et des difficultés que ce contexte pose, à la fois pour la prise de décision et pour l'action. Donc, pendant ce temps qui nous est imparti, on va revenir sur ces difficultés et apprendre de Perrine Malzac et Christian Pradier quelles ont été, à leur sens, ces difficultés, comment ce caractère fluctuant d'une connaissance encore mal assurée a rendu plus complexe la tâche des soignants, mais aussi des politiques. Donc on verra aussi comment l'incertitude qui planait sur nous et sur nos connaissances a aussi pu jouer un rôle de catalyseur pour avancer plus vite, créer des solidarités et s'adapter à des méthodes différentes. Perrine Malzac, vous êtes praticienne hospitalière en génétique au CHU de Marseille et directrice adjointe de l'espace éthique méditerranéen. Bonjour à vous. Christian Pradier, vous êtes, quant à vous, PUPH, chef du département de santé publique au CHU de Nice et professeur d'université à l'université de Côte d'Azur. Bonjour. Alors, quand on pense au contexte d'incertitude, on se remémore l'entrée dans la crise avec ce mystérieux virus qui avait semé la panique en Chine, la ville de Wuhan qui était très strictement confinée. Et puis ces premières questions, ce virus viendra-t-il, ne viendra-t-il pas chez nous? Quelle dangerosité? Comment se transmet-il? Comment s'en prémunir? Donc rien que sur ces questions très simples et qui ont touché toute la population très directement, on a assisté à des retournements, des contradictions, des incertitudes. On voyait des gens faire des courses sans masque mais avec des gants, alors qu'aujourd'hui l'accent est mis bien davantage sur la transmission par voie aérienne. On sait que la prise en charge des malades a énormément évolué et s'est beaucoup améliorée en 1 an et demi, et que les approximations du début ont laissé place à des protocoles beaucoup mieux assurés. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, peut-être d'abord à vous, Perrine Malzac, c'est celle-ci. Comment est-ce que vous avez eu l'expérience d'une précarité des connaissances, des recommandations, des pratiques lors de cette crise? Est-ce que vous pouvez nous donner 1 ou 2 exemples de situations instables, mouvantes, qui vous ont frappé parce qu'elles témoignaient d'une précarité de nos connaissances et donc, par voie de conséquence, une fragilité de nos décisions et de nos actions? Oui, merci. Merci de m'avoir invité à partager ce matin un peu l'expérience. Alors, en fait, juste pour préciser de quel point de vue je parle, je suis effectivement directrice adjointe de l'espace de réflexion éthique PACA Corse et dès le début de la crise, à la demande du CCNE et voilà, au niveau national, nous sommes organisés pour apporter un soutien éthique à travers des cellules de soutien éthique. Et c'est à travers ces cellules de soutien éthique qu'on a été saisis par les professionnels de terrain d'un certain nombre de situations. Et c'est un petit peu de cette expérience-là que je vais essayer de parler et de vous retraduire, voilà, de vous retraduire ce que j'ai pu observer. Donc effectivement, dans ce contexte de méconnaissance relative, dans le cadre de cette pandémie surgit brutalement, inattendue, il y a eu, surtout effectivement au début, je suis d'accord avec vous, parce que par la suite, il y a eu des ajustements, bien heureusement, et c'est la partie qu'on verra après où on apprend aussi de la crise, mais au tout début, dans ce moment un peu de sidération, il y a eu ce temps où il fallait essayer de recueillir le maximum de connaissances. C'était très difficile. Et prendre des décisions en l'absence de savoir stabiliser. Et
Peut-être j'aurais envie de prendre 2 petits exemples, vous me disiez, pour l'illustrer. Le premier exemple sur la méconnaissance de la dynamique de l'épidémie, ces fameuses vagues qui allaient arriver, dont on ne savait pas quelle ampleur elles allaient prendre, combien de temps elles allaient durer. Sur la région PACA, effectivement, contrairement à l'Est, qui était touché initialement de façon forte et rapide, on nous annonçait, donc quand en mars tout s'est arrêté, que le gouvernement a décidé de confiner le pays. Cette décision, elle a été prise par rapport à une crainte évidemment d'une épidémie qui allait être ravageuse et qui allait arriver très rapidement comme une vague absolue sur tout le territoire. Et en fait, il y a eu de fait une inhomogénéité dans la façon dont les différents départements ont été touchés. Et je me rappelle à Marseille, mais je crois que c'était encore plus vrai, nos amis d'Avignon en ont témoigné, où l'hôpital s'est organisé, tout le monde s'est préparé à voir arriver cette vague, et pendant quelques semaines, enfin quelques jours, voire semaines, et sur Avignon, finalement, pendant toute la première vague, la vague n'est pas arrivée à la hauteur attendue. Et donc, en conséquence, certains lits étaient fermés. On attendait des personnes atteintes de Covid qui n'arrivaient pas toujours. À Marseille, oui, la crise est arrivée, mais par exemple sur Avignon. Et maintenant, a posteriori, les soignants nous témoignent du fait qu'ils se sont trouvés finalement assez démunis à ne pas pouvoir recevoir les patients qui en auraient eu besoin, qui n'étaient pas Covid, parce qu'il y avait toute cette réorganisation avec des pertes de chance pour certains, et par ailleurs à ne pas voir arriver ceux qui étaient atteints du Covid. Et voilà, là il y avait, je pense, quelque chose au niveau de la connaissance de la dynamique qui s'est largement améliorée par la suite, et on voit qu'effectivement aujourd'hui il y a des traitements qui se font régionalement en termes de réponse. Voilà, donc ça c'était une première idée, et puis aussi une deuxième idée, un deuxième exemple auquel on a été confronté, qui concerne la mise en place, enfin les connaissances sur les modes de contamination qui n'étaient pas très clairs. Effectivement, est-ce qu'il y a des contaminations maniportées? Est-ce que c'est exclusivement respiratoire? Bon, avec toutes sortes de protocoles évidemment qui ont été mis en place, vous vous en souvenez, dans les établissements. Et on a été interpellés par des exemples, en particulier donc dans le champ médico-social, où par cette suite de protocolisation et des protocoles s'ajoutant aux protocoles avec des décisions toujours au plus près du terrain, mais où peut-être certains, par exemple des directeurs d'établissements dans le champ médico-social, allaient encore plus loin que ce qui leur était préconisé par les ARS. Et on avait été interpellés sur des décisions apparemment, enfin qui étaient ressenties comme arbitraires, d'annulation de rendez-vous de soins courants pour des enfants placés qui finalement ne pouvaient pas bénéficier de leurs soins sans raison autre que la peur de cette infection, la peur qu'ils soient infectés, la peur que, retournant dans le foyer, ils infectent les autres enfants. Mais là aussi, avec des pertes de chance et un niveau de méconnaissance finalement, parce que à ce moment-là, on aurait quand même pu les amener se faire soigner pour leurs soins courants avec les mesures. Enfin, il y avait la connaissance était là, et je rajouterais du coup que dans cette instabilité des connaissances, il y a eu beaucoup de peur, je crois, et qu'elle a parfois pas été très bonne conseillère dans des positionnements qui étaient à la limite du médico-légal aussi. Ouais, on y reviendra très certainement. Christian Pradier, dans vos expériences, vous avez rencontré, j'imagine, d'autres cas, d'autres exemples. Alors oui, moi j'en ai vécu un il y a maintenant une vingtaine d'années, qui n'avait rien à voir avec le phénomène qu'on a en ce moment, mais qui était un syndrome des bâtiments fermés. Vous savez, des gens qui ont des malaises sur leur lieu de travail. Ça fait un peu comme une épidémie, c'est-à-dire les gens ont des malaises en cascade. Et donc on va imaginer éventuellement qu'ils sont intoxiqués par un gaz, par quelque chose d'inconnu. Et donc ça crée tout un vent de panique en fait sur le bâtiment, et où on sait en fait pas grand-chose.
Est-ce que c'est un gaz? Est-ce que c'est des gens qui simulent? Est-ce que c'est une malfaisance? Vous voyez, donc ça crée comme ça un climat où les gens évoquent des tas d'hypothèses, des tas d'explications qui se contredisent souvent d'un jour à l'autre. Et on a ce phénomène-là où beaucoup d'informations arrivent parce que les gens cherchent des causes, vont chercher de la littérature scientifique et vous amènez ça en disant tu vois, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et puis après, on amène une autre information qui dit exactement le contraire. Et donc, on se retrouve exactement dans les situations que vous décrivez où c'est très difficile de prendre des décisions parce qu'il n'y a pas de consensus en fait entre les experts qui parlent et qu'il n'y a pas de certitude sur l'évolution du phénomène. Donc ça, c'est ça moi, c'est ça moi, qui m'a beaucoup aidé pour arriver à me positionner par rapport à ce qui se passait au tout début de l'épidémie, en me disant il faut vraiment que je trouve un fil conducteur pour pouvoir me positionner et pouvoir raisonner, parce que sinon je risque de revivre ce que j'avais vécu 20 ans auparavant sur ce syndrome des bâtiments fermés, où on a un espèce d'effet yo-yo. Vous passez vraiment d'un moment où vous vous dites c'est rien du tout, à, en fonction des informations qui vous arrivent, mais c'est très très grave. Et donc, il va y avoir peut-être des morts, etc. Et puis après, vous revenez de l'autre côté parce que quelqu'un vous a donné une autre information et vous vous dites, en fait, je dois exagérer. En fait, c'est pas si grave que ça. Puis en fait, vous faites en permanence ce trajet et c'est très, très, très fatigant de faire ça parce que ça vous mobilise beaucoup, vous inquiétez, puis après, vous vous rassurez, puis après, vous dites, peut-être j'ai eu tort, vous culpabilisez. Enfin, vous voyez, vous avez tous ces phénomènes-là. Et donc, d'arriver à trouver, dans ces cas-là, une espèce de fil conducteur, une espèce de fil rouge auquel vous pouvez vous accrocher, ça vous aide en fait à y voir plus clair par rapport à la masse d'informations qui surgit, on va y revenir je pense, mais par les médias, par les réseaux sociaux et aussi par les différents experts qui vous entourent. Est-ce que ça veut dire, dans votre cas, en tout cas, dans votre attitude, que vous cherchez à réduire un peu l'incertitude qui vous entoure? Oui, alors c'est ça, c'est on se retrouve dans une situation où vous avez à la fois peu de certitude, donc on ne sait pas, et en plus, quand vous interrogez les experts, ils ne sont pas d'accord entre eux, il n'y a pas de consensus. Et donc on est dans une zone qu'on appelle de complexité, c'est-à-dire qu'en fait, tout est dominé par l'incertitude. Et donc là, il y a des approches spécifiques qui sont vraiment faites pour gérer ce cas particulier de la complexité, qu'il faut essayer de mettre en œuvre, et qui sont très différentes de celles qu'on adopte en situation classique. Si je peux prendre un exemple pour l'illustrer, en fait, quand on est dans des situations qui ne sont pas des situations de crise, par rapport au flux de l'information, il y a quelque chose qui est assez simple pour s'y retrouver, c'est faire appel à ce qu'on appelle les données probantes, c'est-à-dire les données scientifiques, les données apportées par la science. Donc vous pouvez vous référer à ça, et donc il y a toutes sortes de sites, Medline en étant un, où vous pouvez aller consulter des articles, et puis vous avez des synthèses. Vous avez aussi des données vulgarisées qui vous permettent de comprendre un peu quelles sont les données. Et ça suit un processus qui est assez lent, en fait. Donc, où les gens font les études, on fait les synthèses, on compile, et puis on se fait une opinion, mais basée sur des études très scientifiques, très rigoureuses. Quand on est en situation de crise, ça ne marche pas parce qu'on ne sait pas grand-chose. Les gens cherchent très vite à essayer d'avoir des connaissances supplémentaires, mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Et donc, vous n'arrivez pas à trouver cette synthèse scientifique. Donc, c'est difficile de se raccrocher sur cette référence-là, parce que le temps ça va très très vite, et on ne connaît rien, et puis ça va très très vite, et vous avez de l'information qui circule de tous les côtés, et les gens ne sont pas d'accord entre eux en plus. Donc, il faut vraiment trouver une façon de ne pas se laisser balader en quelque sorte, et trouver une position pour à peu près tenir en disant là, je vais peut-être pas prendre une décision trop tôt, donc se donner un peu de temps. Puis après, il y a d'autres façons, mais peut-être on y reviendra après, de trouver son chemin, en fait, dans ce flot d'informations qui vous arrive. Merci beaucoup. Alors, justement, ma question suivante portait sur, je dirais, l'attitude qu'on peut avoir face à ce contexte d'incertitude, face à toutes ces connaissances qui sont en cours d'élaboration. J'ai l'impression qu'on peut naviguer justement entre deux modes qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux que vous venez de décrire, qui les complètent peut-être.
Le premier, ce serait un mode d'acceptation. Voilà, on est face à une situation de crise. Il est en quelque sorte normal que la connaissance ne soit pas encore complètement stabilisée, donc qu'il faille faire avec les moyens du bord. Donc voilà, on rentrerait dans un mode d'acceptation de ça, et puis tant pis si on fait des erreurs. Et puis un autre mode qui serait un mode beaucoup plus, je dirais, culpabilisant, où on subit, on a tout le temps l'impression de ne pas faire bien, de ne pas faire au mieux. Je parle en particulier pour les soignants. Nous-mêmes, on a fait des retours d'expérience dans différents endroits à Paris et autour de Paris, et les soignants nous parlaient beaucoup de cet état de choses, de cette impression qu'ils avaient de devoir composer avec tellement d'incertitudes qu'ils étaient sûrs de ne pas faire au mieux, et ça les faisait souffrir. Perrine Malzac, est-ce que vous, de votre côté, vous avez observé quelque chose qui se rapporterait à ça, à ces deux modes de réception de l'incertitude ? Alors, oui, effectivement. Il me semble qu'une des manières qui a été prise de réduire l'incertitude, ou en tout cas d'aider les soignants directement impliqués dans cette crise à agir, ça a été cette protocolisation. C'est-à-dire qu'assez rapidement, quand même, ils ont été face à des protocoles qui sont arrivés jour après jour auprès d'eux pour faire selon des méthodes précises, et dans les services concernés par le Covid, donc ceux qui étaient vraiment le plus directement au contact des malades, il me semble qu'ils se sont assez vite emparés de ces protocoles, même si dans les protocoles, il y avait des éléments qui pouvaient être discordants d'un jour sur l'autre, mais c'était quand même quelque chose sur lequel ils pouvaient s'appuyer, faire corps ensemble, faire front. Il y avait l'idée d'une urgence, et en plus, peut-être que c'est les services qui ont bénéficié le plus d'informations, justement, de formation pour qui ont bénéficié aussi le plus rapidement de tous les équipements de protection individuelle, de la façon de les utiliser. Donc, ils pouvaient, je pense, peut-être plus être à la fois dans l'acceptation et l'impression de faire au mieux. Et puis, de fait, dans ces services, c'était essentiellement soit des professionnels qui étaient déjà habitués aux maladies infectieuses, soit des volontaires qui arrivaient en renfort et qui donc étaient peut-être plus armés, mieux armés, il me semble. Et en tout cas, nous, c'est un retour qu'on avait eu de la médecine du travail qui nous disait que ces professionnels-là étaient plutôt, en tout cas au début, dans un certain enthousiasme de faire quelque chose, de savoir quoi faire, d'avoir la formation pour le faire. Bon, après, dans ces mêmes services, effectivement, il y a pu avoir des personnes qui ont été affectées, d'autres services qui étaient moins formés ou des plus jeunes. Je pense par exemple aux élèves infirmiers ou aux internes qui sont arrivés sur quelque part ces terrains-là sans être particulièrement préparés. Et pour eux, probablement que ça a été plus difficile et avec peut-être la peur, effectivement, de mal faire, comme vous disiez, face à tout ce qu'il y avait à faire. Mais je voulais aussi parler, parce que c'est la vision hospitalière, un peu hospitalo-centrée dont je vous parle, mais des services qui n'étaient pas directement au contact des malades Covid, et dans lesquels les soignants, finalement, étaient peut-être encore plus dans l'incertitude, avec pour eux-mêmes ou pour leurs proches la peur de s'infecter, d'être mal protégé, de mal se protéger. Enfin, donc il y a pu avoir ce sentiment-là. Au niveau de la moi j'ai pu entendre certains, mais par la suite, sur le moment, je trouve que l'attitude, c'était plutôt d'essayer de s'accrocher à ce qu'on savait et de faire au mieux. Mais par la suite, j'ai quand même eu des témoignages de soignants qui rapportaient avoir fait, justement, selon les protocoles,
en se disant que peut-être le protocole n'était pas le plus adapté. Je pense par exemple au traitement par l'oxygène. Au début, il ne fallait pas augmenter les débits d'oxygène. Et certains m'ont dit, nous, on voyait bien que les patients en avaient besoin de plus, et on nous disait, il ne faut pas en mettre plus. Et ça a été très dur par la suite de se dire, finalement, l'oxygène à haut débit, c'est un bon traitement, et on n'a pas pu le faire au début parce que le protocole nous interdisait de le faire, entre guillemets. Et ça, je pense que voilà, il peut y avoir des regrets a posteriori, quelques mois après, de se dire, il y a des malades, on aurait peut-être pu les sauver. Les règles qu'on nous a imposées nous ont empêchés de le faire, et quelque part j'avais l'intuition qu'il fallait faire autrement, et ça c'est quelque chose qui reste comme un regret. Mais ceci dit, je trouve que ça n'est pas beaucoup parlé actuellement encore, alors qu'on commence à être un peu à distance de la crise. On a essayé de faire des groupes avec les professionnels de santé et notamment les plus jeunes pour voir évaluer leur vécu de la crise. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très dur à dire, ce regret-là de peut-être pas avoir fait le maximum à un moment donné. Ouais. Et c'est peut-être d'ailleurs l'occasion de rentrer un peu plus dans les mots du titre qui a été donné à cette discussion. Je pense notamment aux deux mots décision et action. Puisque vous venez de parler de cette situation où on s'en remet à un protocole. Donc, c'est une situation au cours de laquelle une décision a déjà été prise d'en haut, en quelque sorte. On va agir comme ça, et l'action va suivre cette décision, ce qui peut être assez apaisant, puisqu'on n'a pas à prendre la décision soi-même qui va guider l'action, mais qui peut mettre en porte-à-faux la personne avec ses intuitions, comme vous l'avez rappelé, Perrine Malzac. En ce qui concerne cette distinction entre décision et action, et peut-être d'autres termes qui viennent s'insérer dans cette discussion, il y a aussi celui de responsabilité. Qu'il faut peut-être discuter également à l'aune de ces protocoles qui existaient, des actions qui ont été menées soit en suivant le protocole, enfin j'imagine la plupart du temps en suivant le protocole. Est-ce que ça veut dire que la notion de responsabilité ne peut venir, ne va être cherchée qu'au niveau du protocole, qu'au niveau de la décision, ou est-ce qu'il y a quelque chose à chercher aussi au niveau de l'action? Christian Pradier. En fait, par rapport à ce qui a été dit, parce que les exemples sont vraiment excellents, c'est vraiment ce qui s'est passé en vrai, quoi. Donc, et pour passer de la décision à l'action, l'étape qui peut être intéressante à mettre en œuvre dans ce type de contexte, avec beaucoup d'incertitudes, pas de consensus, les étapes ce qu'il faut mettre en œuvre en fait pour essayer de gérer ces problèmes d'absence de consensus et d'incertitude, et pour prendre les bonnes décisions, ça peut être vraiment beaucoup autour du partage de connaissances et d'expériences entre les acteurs au niveau local. Donc, une décision peut être nationale, mais comme vous l'avez très bien dit sur Avignon par exemple, après ça doit être adapté au contexte local. Si on l'applique telle qu'elle est, voilà, on peut s'apercevoir qu'elle est un peu décalée, c'est-à-dire on organise tout le système, puis on ne voit pas arriver les malades parce qu'il se trouve que sur ce territoire-là, l'épidémie n'est pas très forte. Et c'est à peu près la même chose d'ailleurs entre, je ne sais pas si vous vous rappelez, va-t-il y avoir une deuxième vague? On disait elle va arriver, d'autres disaient elle ne va pas arriver, elle va arriver tout de suite, elle arrivera plus tard. Et puis donc on bloque le système en entier en disant on ne sait jamais, elle va peut-être arriver très vite, mais on n'en est pas trop sûr. Et en fait, il faudrait vraiment revoir en fait ces protocoles et ces décisions vraiment à l'échelon local, justement en partageant connaissances et expériences entre acteurs locaux. Et ça permet vraiment de... Alors, je ne dis pas de solutionner complètement cette problématique d'incertitude et d'absence de consensus, mais il y a des données, on a des acteurs locaux, chacun a un positionnement qui est un peu différent dans le système, et c'est le partage, en fait, de tous ces points de vue qui permet d'arriver à se faire une idée, donc partagée, du coup, et peut-être un consensus, et surtout de faire émerger de l'innovation, parce que les acteurs savent ce qu'il faut faire, et souvent, ils n'osent pas seuls
mettre leur idée en pratique, parce qu'ils vont se dire, non, mais c'est pas tout à fait dans les règles, c'est pas tout à fait dans le cadre du protocole. Mais s'ils arrivent à discuter ça entre eux, alors ils peuvent faire émerger des pratiques très innovantes. Alors, le cas de l'oxygénothérapie intensive faite dans les unités de soins conventionnelles, par exemple, c'est un très bon exemple. Normalement, c'est réservé à la réanimation. Mais là, dans le contexte de l'épidémie, avec des gens qui étaient des réanimateurs, mais qui parlent avec des infectiologues, et puis d'autres professionnels, on arrive à créer une unité qui n'existait pas avant, qui est entièrement nouvelle et qui en va rendre un service absolument phénoménal parce qu'elle va éviter que des gens rentrent en réanimation et avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc là, la question de la capacité des gens à pouvoir se rencontrer et à discuter, ça c'est très important et c'est pas facile à faire parce que c'est pas des pratiques qui sont très fréquentes dans les hôpitaux, par exemple, mais pas que dans les hôpitaux. Hein. Si on prend sur la prévention, c'est pareil. On est un peu dans des silos. Chaque spécialiste est dans sa spécialité, puis il communique assez peu avec son collègue d'une autre spécialité. Donc, arriver à faire communiquer tout ce monde-là ensemble, c'est une façon de gérer ces problèmes-là. Vous vouliez rebondir là-dessus, Perrine Malzac ? Oui, effectivement, sur la question d'où aller chercher l'information, je pense que dans les échanges, enfin nous on l'a observé, d'ailleurs il y a eu une réunion qui a eu lieu à l'espace éthique, justement pour créer ce temps de dialogue entre les services de réanimation et les services Covid qui finalement n'arrivaient pas à communiquer suffisamment bien sur un certain nombre de patients. Ils se sentaient chacun, à détenir ce qu'il fallait faire, la manière de faire, et ils n'arrivaient pas vraiment à se rencontrer. Et finalement, on a eu ce rôle-là de permettre cette rencontre qui aurait dû spontanément se faire. Et je pense qu'un des éléments qui a joué aussi par rapport à cette idée de pluridisciplinarité et d'échange dans le temps de crise, c'est qu'il y a eu quand même des huis clos qui se sont créés. Les services se sont beaucoup refermés sur eux-mêmes. Avec l'impression de former un groupe, de former un corps ensemble et d'être les responsables des patients. En plus, en l'absence des familles, il y avait aussi ça, d'être les responsables même moraux, même affectifs des patients. Et du coup, je pense que ce n'était pas forcément très favorable aux échanges. Et les services qui ont réussi, je trouve, le mieux à s'en sortir, c'est ceux qui ont réussi à un moment donné à casser ce huis clos pour retrouver de l'extériorité et des échanges. Donc je pense qu'effectivement, ces éléments d'échange, de pluridisciplinarité, d'accès à des savoirs par d'autres. Il y a eu aussi, quand même, au tout début, des échanges importants qui ont eu lieu d'une région à l'autre de la France, entre les régions qui étaient les plus touchées et celles qui n'étaient pas encore touchées, et aussi avec les Italiens. Et ça, je pense que ça a joué aussi pour avoir l'impression qu'on n'était pas face à une vague immense qui allait nous envahir. On ne savait pas du tout ce que c'était. Il y avait quand même un peu une idée de ce que ça pouvait être, parce que d'autres venaient déjà d'avoir rencontré cet événement, voilà. Et on pouvait apprendre les uns des autres. Donc, en local, mais aussi en s'ouvrant aussi sur l'extérieur et sur ceux qui ont déjà traversé quelque chose de semblable. Alors, j'aimerais qu'on aborde aussi une notion qui est peut-être un peu plus proche du monde de la recherche, quoique, alors c'est celle de controverse, mais il y a aussi des controverses publiques. Évidemment, il y en a eu au cours de cette crise. J'aimerais vous entendre, Christian Pradier, entendre votre avis sur est-ce que vous pensez que quand il y a de l'incertitude, alors vous parliez des avis d'experts qui ne sont pas d'accord, quand il y a ce type d'incertitude, est-ce qu'il y a forcément de la controverse ? Ou est-ce que c'est pas nécessaire ? Est-ce qu'il peut y avoir de l'incertitude, des avis divergents, mais au cours desquels ça reste apaisé, disons ? Disons que dans la science, la controverse, elle est classique. Elle est permanente, en fait. Les gens passent leur temps
à remettre en cause, pas dans un sens négatif hein, d'ailleurs, à remettre en cause ce que les uns ont produit en disant oui mais peut-être c'est biaisé, peut-être que ceci, enfin donc c'est un mouvement permanent où les gens s'observent et puis analysent ce que les autres ont fait et puis font des remarques, donc ça c'est tout à fait normal, et puis c'est historique, c'est-à-dire dans l'histoire de la science est bourrée de controverses. Moi, je lisais un bouquin sur l'épidémie de choléra à Paris dans les années 1800, je sais plus si c'était 1850 ou 1870. Bon, alors là, on a tous les médecins de l'époque qui passaient leur temps à se chamailler parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Les uns étaient hygiénistes, les autres étaient des infectionnistes. Ils n'étaient pas d'accord sur est-ce que le germe qu'on n'avait pas identifié à l'époque venait de l'extérieur ou est-ce que c'était le corps qui réagissait pas bien. Vous voyez, donc, et c'était très violent. Hein, donc, et c'est tous des médecins très connus aujourd'hui. Comme je disais, c'est dans les amphithéâtres parisiens, ils ont tous leur nom. Hein, donc ils sont très connus pour les étudiants en médecine. Mais ça ne les a pas empêchés d'être très violents les uns envers les autres. Et bon, c'est classique, c'est comme ça que marche la science. Là où ça devient un problème, c'est quand ça s'étale dans les médias. Et donc, moi, pour vous faire un retour d'expérience que j'ai vécu, je suis allé moi dans les quartiers socialement défavorisés de la ville, hein, notamment un quartier dans le nord-est qui s'appelle l'Ariane, où il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration, et où on savait que là, il y avait des clusters très importants. Hein. Et donc, j'y suis allé pour essayer de discuter avec la population dans une démarche de santé publique, de promotion de la santé. Mais si vous voulez, il n'y a pas photo, les gens ils vous le disent très bien, hein, tout de suite. Hein, ça a été le premier truc qu'ils ont dit. Ils ont dit, monsieur, la communication des médecins qui se chamaillent sur les plateaux, c'est une catastrophe. C'est terrible. Alors, vous voyez, il disait, des politiques, on a l'habitude. Mais de médecins, on ne s'attendait pas à ça, et c'est catastrophique. Et du coup, on n'a plus confiance. Vous voyez, donc, ils n'ont plus confiance. Donc, les gens peuvent toujours aller dire, faites ci, faites ci, faites ça, même si c'est tout à fait probant. Ils vont dire, mais moi, je ne le crois pas, parce qu'il y a 2 semaines, il a dit exactement le contraire, et ils se sont contredits avec un collègue, et donc ça, c'est pas bon, quoi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là, avec cette surmédiatisation? Et il faut se rappeler quand même que ça nous a occupés là, sur les télévisions 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 quasiment, avec des trucs en boucle et tout. Donc on parlait que de ça. Donc, et beaucoup de médecins qui se présentaient comme experts mais qui n'étaient pas forcément experts d'ailleurs. Et que ça laisse des traces après dans la population parce que les gens ne sont pas idiots. Hein. Donc, quand on se contredit, ils s'en rappellent après. Alors peut-être que la controverse, voilà, elle est nécessaire dans la science, c'est très bien, mais après qu'elle s'étale sur les médias, là, c'est pas forcément très bien. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Oui, c'est une vision tout à fait intéressante d'avoir cette dichotomie entre la science qui, en son sein, peut encourager la controverse, en tout cas la controverse qui serait saine en sciences. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Effectivement, l'histoire des sciences le montre. En revanche, la controverse qui, quand elle devient publique, et particulièrement en situation de crise, serait plutôt contre-productive. C'est aussi votre impression, Perrine Malzac ? Oui. Je voudrais rajouter que quand même la controverse scientifique, elle répond à un certain nombre de règles, c'est-à-dire que les personnes vont s'interpeller dans le cadre de congrès scientifiques, il y a de la régulation. Il y a des publications avec des comités de lecture, donc des gens qui vont vérifier qu'il y a de l'argumentation. Enfin, la controverse scientifique, c'est pas de dire moi je pense que, moi je sais que comme ça. Je pense que pour telle et telle raison, avec des arguments rationnels, et en face quelqu'un qui va donner d'autres arguments rationnels et d'essayer comme ça d'avancer, de faire progresser le savoir. Or, ce à quoi on a pu assister, c'était pas du tout de cet ordre-là. On était plutôt du côté de croyances. Les arguments scientifiques n'étaient pas toujours très clairs. On ne savait pas d'où sortaient les affirmations de certains médecins qui se présentaient sur les plateaux et avec des mélanges aussi de toutes sortes de personnes. Et je trouve que du coup, aussi, ça discréditait un petit peu ce qu'aurait pu être un débat public ou un débat démocratique, parce qu'il était finalement le débat
tel qu'il aurait pu être, plus largement démocratique. Il était pris en otage par ces médecins qui débarquaient sur les plateaux, se présentant comme des experts, mais finalement ne se comportant pas forcément selon les règles de l'expertise scientifique. Et par ailleurs, tous les autres qui auraient pu avoir à dire, qui n'étaient pas spécifiquement des experts, des membres de la société civile qui auraient pu participer à ce débat, et justement avec des arguments autres que des arguments scientifiques, mais les arguments de la société, on ne les a pas du tout entendus. Et ça a eu ce double effet, il me semble, que cette controverse qui n'en était finalement pas une au sens strictement scientifique du terme, en tout cas celle qui se passait au sens strictement scientifique du terme, elle se passait ailleurs, mais sur les plateaux de télé, on a vu un espèce de mixte entre des pseudo-experts qui venaient dire je crois, je pense que, et qui n'avaient pas forcément, alors qu'il y avait peut-être les arguments scientifiques, il n'y avait pas forcément l'espace pour les développer ou la possibilité de le faire et d'être entendu, et puis l'absence totale d'autres types de paroles, quoi, que celles des médecins ou des scientifiques. Des paroles juridiques, des paroles de patients, des paroles de famille, des paroles des paroles autres. Ça, on l'a pas eu du tout, et encore maintenant, il me semble assez peu. Alors le temps presse, je vais vous poser une dernière question à chacun d'entre vous. Donc si on se place dans un contexte de contradiction, on a des éléments divergents, comme ça a été le cas par exemple sur les recommandations d'utilisation du vaccin AstraZeneca, qui au départ était réservé aux moins de 65 ans et puis qui par la suite, les recommandations évoluant, a été réservé aux plus de 55 ans. Donc les gens se sont retrouvés face à une contradiction. On nous disait X la veille, on nous dit Y le lendemain. Je pense qu'on est tous d'accord que ça peut générer de la défiance. À votre avis, à quoi au juste s'applique cette défiance? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt une défiance qui s'applique à la science en général, à l'institution scientifique, au laboratoire, aux politiques, à la décision politique? Quel est votre avis là-dessus? Je pense qu'elle peut s'appliquer à tout, en fait. À partir du moment où il y a des contradictions, on va commencer à se méfier, donc à élaborer éventuellement des théories en disant en fait on nous ment, c'est pas par hasard. Enfin, ce qu'il faut, c'est en fait accepter que on ne sait pas tout. On est peut-être dans un monde où on sait tout expliquer, mais il faut peut-être avoir une position qui dit je comprends, ou je peux comprendre qu'on ne sache pas tout, accepter ça et du coup avoir une démarche plutôt pas à pas. Donc ce qui peut être vrai un jour, tout à fait vrai un jour, ne peut ne plus l'être quelques jours après. Et ça, il faut pouvoir l'accepter. Ça veut dire que les connaissances progressent. On s'aperçoit que on découvre. C'est un peu des démarches pas à pas dans ces contextes-là, en fait. Comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser les procédures, les process classiques, qui sont très rigoureux, mais qui prennent du temps à mettre en place et à être analysés. Là, on a des phénomènes qui sont extrêmement brutaux et ça va très vite. Donc accepter qu'on ne sait pas, donc, y compris de la part d'un expert, quand il est interrogé, il doit pouvoir dire écoutez, je ne sais pas répondre à cette question-là. Pas obligé de dire moi je suis un expert, je sais tout et je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est rare quand même. C'est très rare. Non, c'est pour ça que je le dis. Il faut pouvoir dire ça et ensuite avancer en essayant de résoudre au mieux les problèmes. Mais c'est dans une démarche vraiment pas à pas. On prend un problème après l'autre, puis on essaie d'avancer comme ça. Puis quand on a résolu un problème, on passe au suivant, etc. Perrine Malzac, le mot de la fin pour vous? Oui, alors en termes de défiance, moi, j'ai pas l'impression que ce soit la science dont on se méfie, mais plutôt peut-être certains modèles de scientifiques ou certains modèles de personnes qui ont utilisé la science ou qui peuvent utiliser la science à leur profit pour se faire mousser, on va dire, d'une certaine façon, parce qu'il y a eu ça aussi, ces aspects-là de certains qui ont pu se saisir de ce moment-là pour se faire leur propre publicité. Les laboratoires pharmaceutiques, ils sont toujours quand même assez facilement attaqués. Je crois qu'ils sont, alors qu'on en a absolument besoin, que c'est...
Oui, on en a absolument besoin. C'est eux qui nous permettent quand même d'obtenir toutes sortes de produits pour nous soigner, mais ils sont des cibles assez faciles et assez systématiques, les politiques aussi. Mais après, cette question de défiance, bien sûr qu'il y a de la défiance, mais moi j'ai aussi perçu dans la population beaucoup de confiance aussi. De confiance dans justement la science qui va nous aider à nous en sortir. Finalement, il y a ce vaccin, on l'a eu assez vite. Alors c'est vrai qu'il y a des anti-vaccins qui persistent, mais malgré tout, moi, en discutant avec les uns et les autres, quand même, une espèce d'émerveillement de se dire, mais finalement, on a été capable de mobiliser des forces et d'arriver assez vite à un vaccin efficace. Enfin, je mettrais en balance de cette défiance qu'on voit peut-être sur laquelle il y a un focus très important qui est fait, beaucoup aussi de confiance et aussi finalement, moi je trouve que dans les mesures qui ont été imposées aux Français et aux soignants, la plupart du temps, il y a eu une adhésion. Il y avait certaines mesures qui étaient inacceptables et il était important de les dénoncer, mais d'autres, la plupart, ont été quand même mises en œuvre avec une espèce d'adhésion assez rapide et je trouve de capacité d'adaptation. Moi, j'étais très, très étonnée des capacités d'adaptation des hôpitaux, des soignants face à quelque chose de complètement inattendu et leur mobilisation. Voilà, donc je mettrai aussi une note positive. Merci beaucoup. On va devoir céder la parole à l'événement qui suit. Merci Christian Pradier, merci Perrine Malzac et merci à vous d'être venu si tôt assister à ce dialogue.